Messieurs les présidents des chambres consulaires, monsieur le président de la CERC, mesdames, messieurs, et si vous me le permettez, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre évidemment les regrets du préfet qui avait prévu d'être présent à ce séminaire et qui a été appelé à Paris dans le cadre de la réunion assez régulière des préfets. Comme vous le savez, et ça a été rappelé, Franck Robine a contribué activement à la création de la CERC en mars 2008 et a veillé également à ce qu'elle bénéficie d'un soutien financier durable maintenant et qui est également inscrit dans le cadre du contrat de convergence et de transformation que je ne manquerai pas d'évoquer. Ce séminaire, son existence même, démontre la pertinence de ce choix. Et c'est pour Franck Robine, évidemment, il m'a demandé de vous le dire, je me fais de nouveau son porte-parole, une véritable satisfaction que la CERC passe à l'action et que ces travaux contribuent à l'amélioration éventuelle des normes de construction. Tout d'abord, l'intérêt particulier que l'État porte au secteur du BTP n'est pas absolument gratuit. Il procède de deux constats un peu évidents, mais que je tiens à vous rappeler. Cela a été déjà dit, le secteur du BTP en Martinique constitue un gisement d'emploi peu ou pas délocalisable, ce qui n'est pas rien dans une île dont le taux de chômage, je suis obligé de le rappeler assez régulièrement, atteint 18%, voire 40% pour les moins de 25 ans. La deuxième raison, et là on est dans le cœur du séminaire, c'est que le secteur du BTP est évidemment le partenaire essentiel pour la mise en protection des populations vis-à-vis des risques naturels très particuliers à l'arc caribéen, le risque cyclonique et le risque sismique. On a besoin de vous. Pour protéger les populations, on a à peu près trois leviers. Le premier, c'est la sensibilisation sur les comportements individuels. C'est ce qui est fait depuis le plus jeune âge sur cette île. Le deuxième, c'est l'amélioration de la capacité de gestion de crise. Et le troisième, c'est la résilience bâtimentaire. Et vous êtes au cœur du dispositif. Sur la résilience bâtimentaire, sans revenir au temps des cavernes, mais de façon à notre échelle, deux dates nous ont tous marqués. C'est d'abord le 12 janvier 2010 à Port-au-Prince, en Haïti, là c'était le risque sismique, et puis le 16 septembre, le passage de l'ouragan de catégorie maximale Irma sur les îles de Saint-Martin, les îles du Nord en général. Ces deux événements nous ont vraiment forcé à nous interroger sur nos pratiques bâtimentaires. Je suis arrivé peu de temps après, donc je n'ai pas connu Haïti, mais par contre, j'ai eu l'opportunité d'arriver 24 heures après Irma à Saint-Martin et d'y passer 15 jours. C'est un pays, moi, je ne sais pas si vous avez... Les images qu'on voyait, notamment à la télévision, rendaient, à mon avis, pas complètement compte de la réalité. On avait le sentiment à la fois d'un pays en guerre, et en même temps, ou plus exactement, on a l'impression qu'il y avait un géant qui avait marché sur l'île. C'était vraiment je pense pour des spécialistes comme vous, de voir un ensemble bâti à 80% endommagé. Alors après, sur le taux de destruction, il y avait des débats, mais il y avait à peine une maison sur 5 qui était encore intègre. Et donc, sur le sujet de la résilience bâtimentaire, on peut identifier actuellement trois sujets localement traités. Le premier, c'est celui dont on parle, c'est l'interrogation des normes. C'est le sujet sur lequel vous travaillez. Mais sachez aussi que c'était aussi une décision du président de la République, après son déplacement à Saint-Martin, de faire lancer une étude par le CEREMA sur la pertinence des normes parasismiques. Il y avait deux volets. D'une part, un volet qu'on qualifie de benchmarking, de comparaison internationale. Est-ce que les normes françaises sont plus ou moins contraignantes que les autres normes appliquées dans la Caraïbe, notamment les normes américaines? Et puis, une autre question qui était posée, est-ce que les facteurs de charge pris en compte dans les normes paracycloniques sont cohérentes avec l'intensité des phénomènes qu'on constate? Et ces travaux, c'est le CEREMA que vous connaissez qui les mène. Ils sont passés, moi je les avais rencontrés en préfecture, et donc devraient aboutir éventuellement à des recommandations sur les normes paracycloniques. J'ai entendu ce qu'a dit le président du conseil exécutif, et je partage son avis. Sans parler des coûts, il est impératif que le champ de contraintes techniques soit cohérent. C'est vraiment le risque, et c'est ce qu'on leur a signalé, c'est le risque auquel on doit parer, c'est qu'on n'ait pas des normes contradictoires. Le deuxième volet sur la résilience bâtimentaire, et là je rends hommage à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
et je vous remercie pour ce qui a été dit à Patrick Bourven, ça lui sera transmis au fond de sa retraite, c'est le plan qualité béton. On peut avoir les normes qu'on veut, mais si le béton n'est pas de qualité, c'est pas possible, ça ne marche pas. Et dans un pays où le risque parasismique est très important, la qualité du béton et donc sa résistance à la charge, c'est non négociable. Donc la DEAL a engagé un plan qualité béton. Il y a un volet pédagogique du plan, concertatif, mais il y a aussi un volet de contrôle sur le terrain. Alors, je vous dis les choses parce qu'on est entre spécialistes, enfin, vous êtes des spécialistes, donc je ne vous mentirai pas. Je ne parlerai pas de volet répressif. Pour l'instant, c'est assez compliqué de savoir ce que l'on fait quand on constate que le béton n'est pas de la qualité au standard attendu. Mais je vous promets, on a beaucoup d'imagination et on va trouver. Donc, je le redis, la qualité du béton en Martinique, comme ailleurs en France, mais en particulier en Martinique, c'est un sujet qui n'est pas négociable. Le troisième volet, ça a été évoqué également, c'est le plan Séisme Antilles. Donc c'est la mise en sécurité de l'existant, avec évidemment une priorisation qui me paraît assez légitime. On a commencé par les écoles avec les communes, par les collèges et les lycées avec le conseil général, le conseil régional à l'époque, et maintenant avec la collectivité territoriale de Martinique. Les logements sociaux, avec un effort qu'il faut saluer des bailleurs sociaux qui sont vraiment à la pointe sur le sujet, et également, heureusement, les autres pouvoirs publics, en clair l'État, qui, avec un peu plus de retard, a engagé un plan de confortement parasismique aussi très important, en priorisant d'abord les bâtiments affectés à la gestion de crise. Ce qui nous importe, c'est deux choses, c'est protéger nos agents, mais aussi être en capacité, le jour d'après, de reprendre notre activité de gestion de crise et de porter secours à tous les Martiniquais. Pour mémoire, puisque des chiffres ont été évoqués, le plan Séisme Antilles, c'est déjà 300 millions d'euros qui ont été engagés sur cette île pour sécuriser l'ensemble des édifices dont je parlais. Comme j'ai la chance d'avoir une représentation vraiment très complète du secteur BTP, j'en profite pour faire passer quelques autres messages. Tout d'abord, je voulais parler du contrat de convergence et de transformation. Il a été signé donc le 8 juillet par le président Alfred Marie-Jeanne avec le Premier ministre. C'est ce qu'on appelait auparavant le CPER, le contrat de plan État-région. C'est un document qui contractualise l'investissement de l'État, de la collectivité territoriale de Martinique et des 3 communautés d'agglomération pour une période de 4 ans, 2019-2022, et pour un montant de plus de 850 millions d'euros d'investissement, dont 285 millions d'euros pour l'État. Pour vous, en ce qui vous concerne, c'est 1,5 milliard d'euros d'investissement de construction et de rénovation. C'est un véritable relais de croissance pour le secteur du BTP pour les 4 prochaines années. J'ai pris quelques exemples. Alors, les montants vous paraîtront peut-être pas très élevés, mais j'ai peut-être choisi un peu rapidement en les regardant. Mais c'est par exemple 18 millions d'euros affectés, programmés pour la rénovation des événements sportifs, 7 millions d'euros pour l'EHPAD Emma Ventura, une 60aine de millions d'euros pour le plan Eau-Dôme. Je ne parlerai pas d'eau aujourd'hui, j'en ai suffisamment parlé, mais vous savez que c'est une priorité collective. Deuxième relais de croissance, c'est le logement. Alors sur le logement, je l'ai déjà dit lors du comité de pilotage du nouveau plan local, du plan logement outre-mer, on sort du totem, on abandonne le totem des 1000 constructions neuves en Martinique. Non pas parce qu'il n'y a pas de besoin de logement en Martinique, mais parce qu'on pense que ce n'est pas la bonne réponse à la demande. On passe plutôt à une offre plus équilibrée, avec d'un côté des constructions neuves, parce qu'il en faut, mais des constructions neuves qui sont localisées au plus près des besoins réels des demandeurs de logement, adaptées au public, c'est-à-dire avec des logements adaptés au vieillissement d'une partie de la population, adaptés éventuellement aussi aux personnes handicapées, et puis avec des objectifs énergétiques de qualité. En complément de cette offre équilibrée, on a un vrai enjeu de réhabilitation des logements existants, dégradés et vacants. Vous connaissez les chiffres, on parle toujours de plus de 20% de logements vacants dans le centre de Fort-de-France. Ce choix-là, il a deux intérêts. D'abord, il permet de façon mécanique de réactiver les centralités de l'île, parce que ces logements vacants, ils sont dans le centre de Fort-de-France et dans les centres-bourgs. Mais il permet aussi de réduire la pression foncière sur cette île. On a une vraie difficulté. Je ne vous fais pas la leçon, mais vous savez, moi je le rappelle à nos
à nos interlocuteurs métropolitains, la Martinique, c'est 1100 km². C'est 8 fois plus petit que la Corse. Il y a 1,5 fois de plus d'habitants et il y a les 3/4 de l'île qui sont montagneux où on ne peut pas construire. Donc il y a une situation foncière qui est très compliquée. Le choix de réhabiliter, alors quand je dis réhabiliter, c'est soit réhabiliter, soit démolir pour reconstruire. Là, il y a des optimums économiques que vous connaissez bien. Mais ce choix-là permet aussi de répondre aux difficultés foncières qu'on constate. 2 sujets encore, dont je sais qu'ils font partie de votre champ de préoccupation, donc les délais de paiement. Je n'imaginais pas être devant vous sans en parler. On a parfaitement conscience de la situation qui, à terme, peut constituer un risque systémique pour l'économie de l'île, si la dette des collectivités territoriales, et plus exactement des communes, augmente trop vis-à-vis de l'ensemble de leurs fournisseurs, à commencer par les entreprises du bâtiment. Après, ce n'est pas mon rôle, et surtout je pense que ce n'est pas l'intérêt de la Martinique d'opposer les débiteurs publics et les créanciers privés. Les communes si les communes vous payent avec beaucoup de retard pour certaines d'entre elles, c'est d'abord et avant tout parce qu'elles sont dans des situations financières extrêmement tendues. Et là, je suis pudique. Alors, quand on a fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Parce que c'est un peu on so what. Alors, 2 choses. D'une part, on prend l'engagement avec Franck Robine de renforcer notre dispositif de suivi et de mise en œuvre des mandatements d'office, qui sont une réponse imparfaite. On le sait, on en connaît les difficultés, les heurts et les malheurs. Mais néanmoins, on veut à la fois, d'abord, avoir un traitement. On est en train de constituer une équipe avec la direction des finances publiques, un traitement plus offensif des mandats d'office, mais aussi de faciliter le dialogue permanent qui est parfois rompu entre justement l'entreprise de BTP et l'ordonnateur communal. On sait que ça fait partie des demandes que j'ai entendues régulièrement. Les difficultés de paiement, ça existe, mais en tout cas qu'on ait de la visibilité, qu'on arrive à se parler. Et ça, on va aussi essayer de vous d'appuyer et de renforcer ce dialogue. La deuxième réponse, elle est plus structurelle. C'est tout simplement, c'est le rétablissement de l'équilibre des finances des communes. Alors c'est un sujet difficile, c'est un sujet qui concerne quasiment tout l'outre-mer. Il y a des pistes. Le président de la République, quand il a reçu les maires d'outre-mer à l'occasion du grand débat, a évoqué effectivement une sous-dotation partielle des communes, donc c'est plutôt un bon signe. Et puis on pense aussi, et ça on le fait avec l'Agence France Développement, qu'il y a besoin d'un appui d'ingénierie financière avec les communes, et donc on propose des missions d'audit, soit sur les ressources humaines, parce que c'est clairement un sujet pour le futur équilibre des finances communales, et aussi un appui et une expertise sur la programmation pluriannuelle des investissements. Dernier sujet, et je finis par les sujets délicats, c'est le sujet des déblais et des remblais. Le préfet a été alerté sur le sujet, on a rencontré des représentants de la profession. Pour dire les choses très directement, le sujet donc des déblais de terre, dont vous ne savez pas vraiment où les mettre dans certains cas, c'est clairement un angle mort de la politique des déchets. Alors je suis un peu ennuyé de parler de déchets quand on parle de la terre, mais en tout cas c'est bien le sujet. Ça apparaît comme un angle mort, alors même que ça a un enjeu à la fois économique fort, parce que c'est un élément d'équilibre, si j'ai bien compris, d'un certain nombre de marchés publics de façon très significative. Et puis aussi, c'est un élément qui a une implication pénale qui ne vous a pas échappé pour ceux qui lisent le journal. Donc c'est un sujet qu'on ne peut pas laisser en suspens, on ne peut pas vous laisser dans cette situation de déshérence. C'est pour ça que j'avais demandé à l'ADEME d'inscrire ce sujet lors du séminaire sur les déchets. C'est un premier pas, mais sachez qu'on appuiera toutes les démarches visant peut-être tout simplement à mettre en face l'offre de déblais et la demande de remblai. Non mais c'est aussi bête que ça. Mais on pense qu'il y a quand même quelque chose à faire pour vous sécuriser sur le traitement de cette question. Pour conclure, Monsieur le Président, je tiens donc encore à vous remercier pour votre invitation et puis surtout à vous féliciter par la qualité de ce séminaire dont déjà le taux de présence garantit le succès, et à former des vœux pour les recommandations techniques que vous pourrez faire, et soyez persuadés de l'appui de l'État et en particulier de la DEAL pour les promouvoir à l'échelon national.
Merci beaucoup, Monsieur Poussier.